Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche énormément, qui est la transformation numérique des entreprises ou digitale, hein, parce que j'en avais parlé, ou j'en parle bientôt en fait dans un article qui n'est pas encore paru, qui est le fait que le mot digital maintenant, on peut l'accepter, il fait partie de la langue française, il est entre autres dans le dictionnaire Larousse. Donc on arrête de nous embêter en fait sur le fait que c'est digital, c'est numérique, peu importe finalement, en fait on se comprend tous. Et en plus de ça, c'est français. Alors la transformation du numérique et particulièrement des PME, pourquoi? Parce que les PME, c'est une grande partie du tissu économique européen. Globalement, le fait d'avoir de l'argent public se base majoritairement sur de l'imposition dans nos pays et que cette imposition vient des bénéfices des PME et parfois même pas des bénéfices en plus. Si on parle des voitures de société, etc., parfois ils vont même jusqu'à ne pas taxer le bénéfice en fait, mais taxer le véhicule lui-même. Et donc c'est important que quelque part ces entreprises puissent subsister pour qu'on puisse continuer à faire vivre ce tissu économique, qu'on puisse avoir des poumons économiques qui s'ouvrent et qui fassent respirer l'Europe. C'est très certainement valable dans plein d'autres continents évidemment. Et pour ce faire, pour garder ce tissu économique, eh bien effectivement il va falloir que les PME continuent à se transformer, continuent à embrasser le changement, de manière à pouvoir non seulement persister, mais en plus s'améliorer et demain, en fait, quelque part, être des entreprises modernes qui vont pouvoir être flexibles, être résilientes et non seulement, effectivement, comme je le disais, pas continuer à exister, pas juste survivre, en fait, mais être fortes sur leur marché au travers de la transformation numérique. Exact. C'est sûr, la transformation numérique, donc il y a finalement pourquoi se transformer de manière digitale. D'un côté, il y a effectivement le fait de passer au travers de cette crise, de continuer à exister. Et puis d'un autre côté, il y a aussi le fait de proposer déjà des solutions, des services de plus en plus innovants, de plus en plus à jour, et puis d'être soi-même aussi plus performant dans les manières de fonctionner. Et donc, quelque part, de gagner du temps et puis de faire en sorte que le métier de chacun soit aussi plus valorisé parce qu'on va déléguer tout un tas de tâches, toutes des choses qui peuvent être automatisées. On va pouvoir les automatiser au travers du numérique pour permettre vraiment aux personnes de se concentrer sur des tâches, comme on dit, à réelle valeur ajoutée et finalement de donner à toutes ces personnes plus de temps de cerveau disponible. Tout à fait. Et le fait d'avoir plus de temps de cerveau disponible et que les différents êtres humains en fait se réalisent mieux, plus en tout cas, ça quelque part ça doit avoir aussi une incidence positive sur tous ces burn-out, tous ces états psychologiques, la chimie du corps, etc. qui doit normalement s'améliorer parce que on est moins sous pression sur des tâches répétitives et on peut plus facilement faire comme on le fait aujourd'hui, en fait parler, échanger pour quelque part bâtir le monde de demain au lieu de se dire j'aurai jamais le temps de finir mes tâches en fait et puis j'en ai marre d'encoder de façon très répétitive mes factures, etc. quoi. Voilà. Donc la transformation numérique, ça sert aussi à ça, ça sert aussi à ce que non seulement les entreprises se portent bien, et au travers des entreprises, une entreprise, ça n'est qu'un mot pour dire un ensemble d'êtres humains qui ont un même objectif. Et donc pour ce faire, en fait, l'objectif a priori, il faut le trouver. Et puis ça, c'est l'axe de motivation dont on parlait lors de notre dernier talk pour aller chercher l'énergie. Et puis derrière, en fait, en dehors de cet axe générique, en fait, ou en tout cas cet objectif qu'on va se donner dans une entreprise, comme par exemple Elon Musk et SpaceX, en fait, leur objectif final, en fait, en tout cas final actuel, c'est d'aller sur Mars. Et donc même si pour le moment, en fait, ils vont s'arrimer sur des stations orbitales, même si ils envoient des satellites, etc., des choses qui ont peut-être déjà été faites, mais différemment, plus industrialisées, plus économiques, etc., malgré tout, en fait, si on va dans les bureaux de SpaceX, si on va dans les bureaux de SpaceX, tout le monde va parler de l'objectif final qui est d'aller sur Mars. Et donc, oui, il y a cet objectif, mais derrière, il y a aussi de l'être humain. Et l'être humain, le fait de se sentir mieux tous les jours, en fait, ça fait en sorte de conserver ses équipes, ça fait en sorte de pouvoir continuer à faire fonctionner sa PME ici, parce qu'on parle de petites et moyennes entreprises dans ce talk. C'est clair.
Et donc juste avant, on parlait aussi quelque part de performance. Et la transformation numérique, ça vaut peut-être la peine de faire encore une fois une distinction avec la digitalisation. La digitalisation qui va nous permettre donc de transformer en fait, de digitaliser, donc d'ajouter du digital, mais sans modifier les processus, les manières de fonctionner. Donc on va se dire, voilà, on fonctionne de la même manière, mais plutôt qu'avoir du papier, on va quelque part dématérialiser au travers du digital, Tout à fait. mais sans avoir cette réflexion qui va nous permettre de vraiment changer la manière de penser, changer la manière de fonctionner. Alors que dans la transformation numérique, on a vraiment ce mot transformation, tu parlais d'embrasser le changement, donc quelque part, voilà, ça a du sens. Clairement. Et la transformation, c'est vraiment repenser complètement ces processus et donc se dire, oui, je vais passer par le digital, mais je vais faire en sorte qu'en utilisant le digital, mes processus, nos manières de fonctionner soient plus optimales, que tout le monde gagne du temps. On a ce fameux exemple qu'on aime bien utiliser, qui est assez parlant dans le monde des concessions automobiles, où on est venu placer en fait des totems à côté des véhicules, ouais. à la place des totems papier. Et donc l'exemple, c'était de se dire, voilà, notre situation initiale, c'est des totems avec des fiches papier, donc les fiches de CO2, les fiches de prix. On pourrait digitaliser ça et donc venir mettre un écran sur ces totems avec une clé USB derrière. Et donc quelque part, le processus, il est le même parce que quand on change de véhicule, plutôt que de venir changer la feuille, il faut venir changer la clé USB. Donc oui. C'est quand même toujours un processus manuel. À la limite, il est même plus complexe parce qu'il va falloir formater la clé USB, la déposer sur un Mac ou un PC pour ceux qui n'ont pas encore compris la différence entre le Mac et le PC. Et puis finalement, en fait, seulement aller le mettre sur l'écran. En fait. Donc c'est encore pire en fait en termes de processus. Et donc quelque part, on pourrait penser bien faire, se dire on va mettre des écrans, ça va être beaucoup plus classe. Et puis en fait derrière, ça demande beaucoup plus de temps à nos employés. Donc c'est stupide finalement. Ouais, bien sûr. Et donc un exemple de transformation digitale, là c'était un totem avec un écran et une plateforme centralisée qui nous permet d'aller modifier le contenu à distance. Et donc là c'est l'exemple de notre solution display qui permet de se connecter sur notre interface, de se dire ok, donc là tel véhicule a changé, je sais que c'est le totem numéro 5. Et je viens changer directement mon contenu via l'interface. On peut le faire de chez soi, si c'est une seule concession qui s'en occupe, ou ici avec le télétravail, mais voilà, il ne faut pas se rendre sur place en fait pour le faire. Donc là, il y a vraiment un changement dans les mécanismes et une réflexion sur comment faire gagner du temps, parce que c'est bien de faire appel au digital, mais il faut que ce soit fait de manière intelligente. Tout à fait. Et dans ce que tu dis, il y a aussi, effectivement, on pourrait croire qu'on est passé d'une solution où il y avait du papier à côté des véhicules ou sur les véhicules jusqu'à quelque chose d'hyper centralisé et d'hyper facile à mettre en place de façon globale pour toute une série de concessions. Mais non, on est passé par l'itération. Donc c'est vrai qu'on a des mots assez durs en fait, sur la numérisation mal faite, mal pensée, parce que souvent les gens mélangent en fait, confondent la numérisation et la modernité d'une solution et se disent plutôt maintenant que j'ai un écran là ça en jette, etc., mais non en fait c'est bien mais c'est que du paraître en fait. C'est absolument pas quelque chose qui a été pensé profondément en fait et au niveau des processus. Et donc comme tu le disais, on peut très bien se dire tiens je voudrais des écrans, partir de ce postulat et puis continuer dans un cycle itératif à améliorer la solution. Justement, tu parlais de display. Avant-hier ou hier, on a été chercher les nouvelles voitures pour une partie de nos gens. Et Thomas, qui est chez Endorsat depuis quelques mois maintenant, me disait ici, en fait, dans les concessions BMW, on n'a pas encore de monolithe, on n'a pas encore notre totem qui est mis en place. Et je lui dis, si regarde, en fait, c'est pas monolithe, mais c'était une précédente version. Et donc, effectivement, là, il y a bien l'écran, mais il est monté différemment, il est un petit peu plus rudimentaire, en fait. Mais il existe, il était bien là et il fait partie de cette fameuse itération. On n'est pas passé
d'un âge ancien, ancestral, préhistorique à l'âge moderne en une seule traite. On est passé par des époques et c'est exactement la même chose. Quand on développe une pensée, quand on développe un logiciel, quand on développe un produit, un service, on va passer par ce phénomène d'itération, d'amélioration continue. Et amélioration continue veut dire que forcément à chaque étape, il va y avoir des problèmes à corriger et donc quelque part aussi parfois des petits échecs. Mais l'important, et là aussi on en parlait dans le passé, l'important c'est d'avoir des échecs dans la micro et pas dans la macro. C'est-à-dire que dans la micro, en fait, plus on a de petits échecs qu'on peut corriger et donc qui participent à l'amélioration du produit, mieux c'est, pour éviter un échec macro de la concession par exemple. Donc ça c'est super important pour les PME de se dire ok, je ne dois pas attaquer toute ma transformation numérique d'un coup, je ne dois pas avoir toutes les bonnes idées d'un coup. Peut-être que les bonnes idées elles vont venir au fur et à mesure des usages du numérique en fait globalement. C'est sûr et c'est même un conseil qu'on peut donner à toutes ces PME qui souhaitent entamer ou poursuivre leur transformation digitale et qui ne savent pas forcément comment démarrer, qui ont peut-être peur du résultat. L'important, en fait, c'est de commencer, c'est de faire le premier pas et puis voilà, peut-être de penser à des petites choses quand on pense à ces processus, se dire ben, là, je vais pouvoir mettre en place quelque chose. Et donc, vraiment commencer par des petites actions à gauche et à droite et oui, juste ne pas avoir peur de se lancer parce que de toute façon, derrière, il y a ce processus d'amélioration continue, d'itération dont tu parlais. Ouais. Qui va permettre vraiment de faire en sorte que tout ça, toutes ces choses auxquelles on pense et qu'on va implémenter vont être de plus en plus optimisées, de plus en plus pertinentes pour nos processus. Tout à fait. Et ce que tu dis est super important parce que c'est un point de blocage pour beaucoup d'entreprises, en tout cas européennes, c'est le fait de se dire ok, j'ai moins d'argent qui rentre, j'ai moins de possibilités à l'extérieur en fait parce que pandémie, parce que crise économique, etc. Et donc je me bloque. À la limite, en fait, je ferme toutes les écoutilles en fait. Je fais en sorte d'entrer ma tête dans le sable. Je fais le gros dos et puis j'attends que ça passe. D'ailleurs, c'est vraiment une expression qu'on utilise beaucoup en Europe. Hein. Tu dois faire le gros dos, tu dois serrer les fesses. Faire l'autruche. Voilà, c'est ça, faire l'autruche, etc. C'est vraiment, à la limite, c'est même bien vu. Pas de faire l'autruche peut-être en fait. Faut-il être assez flexible pour ça d'ailleurs. Mais c'est plus le fait de se dire la tempête passe et donc si je gère un bon père de famille, je dois absolument diminuer toutes mes charges, je dois absolument faire en sorte de ne pas m'améliorer pendant ce processus-là, je bloque la situation, je mets sur pause. Et ça, c'est un peu dans la culture européenne malgré tout. Or, continuer à faire les mêmes choses que ce qu'on faisait avant et continuer à perdre du temps, c'est perdre de l'argent pour l'entreprise et c'est potentiellement avoir des personnes qui pourraient penser à comment on peut aller démarcher un nouveau client, quel genre de produit on pourrait proposer pour aller chercher et grignoter des nouvelles parts de marché et donc peut-être pas évoluer, mais en tout cas réagir positivement en fait, à cette crise économique en trouvant des solutions qui vont être plus adaptées à ce que les gens vivent autour de l'entreprise actuellement. Donc c'est pour moi hyper important en fait, de passer par cette transformation, de continuer à investir. Je vais en revenir également, en fait, décidément j'aurais parlé des grandes entreprises américaines aujourd'hui, mais si on prend Apple, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais en temps de crise, Apple investit le plus en recherche et développement. Donc au moment où l'entreprise gagne le moins, ce qui n'est pas le cas de la pandémie ici pour Apple, mais quand Apple allait moins bien, elle investissait plus en fait en recherche et développement. Donc c'est vraiment un processus en fait qui pourrait sembler à contre-courant, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Apple est scalé en fait. Qu'on a l'Apple Watch, qu'on a l'iPad, qu'on a iPhone, qu'on a le MacBook, qu'on a le processeur M1 dont parlait Hakim dans une vidéo précédemment, c'est hyper important de se dire je ne vais pas me laisser mourir en fait. Je vais continuer à me battre et plus que me battre en fait je vais évoluer. Et ça, quelque part pour moi ça fait partie du rôle des associés d'une entreprise, des collaborateurs d'une entreprise, des entrepreneurs en fait de réellement veiller à ce que ça puisse toujours se produire, d'avoir toujours des projets
Encore une fois, en plus de ça, ça tombe bien parce que l'homme ayant besoin d'axes de motivation, comme tu le disais la dernière fois, du coup ça déclenche de l'énergie au lieu de se dire je ne sais pas ce qui va se passer. J'entendais dernièrement quelqu'un qui me citait l'exemple, c'est une dame, son mari est conducteur de taxi. Et il est en arrêt, en chômage en fait depuis le début de la crise en fait, parce que c'est difficile d'aller conduire des gens quand personne ne sort en fait, et puis de toute façon les métiers de proximité étant limités dans ce qu'ils peuvent faire, ça doit s'arrêter. Mais l'entrepreneur de l'autre côté a réduit complètement ses coûts, ça se comprend, on optimise, etc. Mais par contre, ne propose pas d'alternative ou n'essaye pas de proposer d'alternative. Je ne dis pas que ça réussit à chaque fois en fait, mais au minimum c'est un très beau champ du signe. On ne meurt pas sans se battre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. L'objectif n'est pas la victoire, en fait, l'objectif c'est le chemin, en fait, quelque part, et le fait de vivre le mieux possible la crise actuelle, et donc vraiment d'aller fièrement se battre. Et donc ici, l'entrepreneur vend ses voitures les unes après les autres, et aujourd'hui a moins de voitures que d'employés en chômage temporaire. Qu'est-ce que ça envoie qu'est-ce que ça envoie comme image et comme signal en fait aux personnes qui sont en chômage temporaire? Dès que le chômage temporaire est fini, je me fais dégager. Et donc très certainement que l'entreprise en question, va continuer à tourner peut-être plus tard sur 3 voitures alors qu'elle tournait sur 10 voitures. Et ça, c'est pas le problème de revendre des voitures, en fait, c'est plutôt de se dire, je mets autour de la table peut-être les gens, je les sors de chômage temporaire pendant quelques jours pour essayer de parler avec eux, de voir ce qu'on pourrait mettre en place, quelles sont les compétences au sein de l'équipe, en fait, et peut-être pas être taxi driver aujourd'hui, mais faire du transport de colis, faire plein de choses, en fait. Donc il y a vraiment des axes, mais pour ça, il faut embrasser le changement, il ne faut pas avoir peur de prendre un risque, ça doit toujours être des risques calculés, comme le dirait Jean-Michel, en fait, qui est partenaire chez Easy. Donc Jean-Michel, effectivement, envisage tous les risques possibles et inimaginables comme une belle partie d'échec, et il a raison de le faire, mais malgré tout, il y a une prise de risque qui est là et qui permet à l'entreprise d'aller plus loin, en fait. C'est sûr, mais quelque part, c'est ce dont on parlait dans notre dernier talk, en fait. Oui, on peut comprendre en fait que les gens soient dans ce climat en fait anxiogène, et donc qu'on pense juste à réduire les coûts et à attendre que ça passe, alors que quelque part le raisonnement logique c'est justement de se dire ok, les comportements des gens changent, mes revenus diminuent, comment je vais faire en fait pour me transformer, pour avancer. Et donc le fait que Apple investisse beaucoup plus dans ces périodes-là, dans des périodes où l'entreprise va moins bien, mais ça paraît logique quelque part. Oui. Parce que c'est un moment où on se dit, ok, on a eu une diminution du chiffre d'affaires, pourquoi? Analyser un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le comportement des gens? Est-ce que les produits sont plus à la hauteur des attentes? Tout à fait. Est-ce que les solutions qu'on propose, les services qu'on propose ne sont plus au goût du jour? Est-ce qu'il n'y a plus de besoin tout simplement sur le marché, où le besoin a changé? Et donc, mais c'est un peu tout ça, penser, analyser, aller questionner aussi les clients et voir comment on peut continuer l'aventure en proposant quelque chose de différent. Clairement. Donc un dernier petit conseil avant de se quitter, en fait, si on peut se permettre un avis, c'est que la transformation numérique d'une entreprise, d'une PME en particulier, ça peut paraître quelque chose de parfois énorme, grandissime, peut-être quelque chose de monstrueux à passer. Et quelque part, nous, ce qu'on peut conseiller, ce qu'on peut donner comme avis, c'est de faire de la dichotomie, de diviser vraiment en fait tout ça, et plutôt d'observer au jour le jour ce que font les collaborateurs, ce que l'on fait soi comme tâche, de manière à faire vraiment de l'automatisation au maximum grâce à la transformation numérique, de changer des processus, de retirer des processus qui ne sont plus nécessaires, donc de gagner du temps, donc de gagner du temps de cerveau disponible pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. On aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez, et aussi, quelque part, n'hésitez pas à échanger sur nos réseaux sociaux. Roman se fera un plaisir de partager vos commentaires avec le reste du monde, le reste de l'univers, et peut-être qu'un jour, en fait, on verra vos commentaires sur Mars. Ciao!